Merci. Je tiens aussi à remercier de ma part Karim et la SFA pour m'inviter à ce colloque. Euh, pour ma part, je vais vous parler d'une relation dialectique entre mobilier et espace domestique, donc ça reste un peu dans le thème de ce qui a déjà été dit un peu précédemment, sous ce titre de l'intérieur apprêté. Alors, pour commencer, je vais commencer tout de suite ce propos par une première image. Comme vous voyez ici, c'est une première image d'intérieur, une photographie en fait, qui nous est donnée par le bureau d'architectes suisse Lutyens Spadbanaban et qui montre en l'occurrence une réalisation, une de leurs dernières récentes réalisations de logements collectifs en Suisse, à Zurich, en 2016. Et je vous propose d'observer ce qui se passe ici dans cette image par l'entrebâillement de ces portes au premier plan. D'abord, notre œil s'échappe d'une présupposée chambre où nous nous trouvons, attiré par la diagonale, puis traverse rapidement la profondeur de l'espace pour se perdre aussitôt dans la lueur d'une autre pièce, d'une autre chambre, probablement en arrière-plan. L'appartement nous apparaît vide, sans aucun meuble, comme tout juste livré, et pourtant un parapluie ouvert et inattendu nous attend sur le pas de la porte. Ce parapluie semble nous dire « ceci n'est pas une chambre ». Mais dans le même temps, comment cela peut-il être autrement le hall ou le seuil d'une entrée ? Pourquoi ces architectes suisses nous livrent-ils finalement cette scène, on va dire, étrange, que l'on dirait empruntée du surréalisme de René Magritte ? Serait-ce là une manière d'exprimer les nouvelles habitudes, mystérieuses, fugaces, hétéroclites, insaisissables même peut-être, de nous autres habitants contemporains, qui, loin des habitants types du siècle précédent, sommes bien souvent, il faut le dire, absents du cadre dans les représentations que nous en donnent les architectes. Dans le flot de ces images contemporaines, on en verra quelques-unes, la présence de l'habitant reste en effet de l'ordre de la suggestion, discrète, anonyme, suspendue tout au plus à quelques objets ou accessoires de son quotidien, ou encore aux meubles qui l'entourent, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres, disons les intérieurs tout aussi énigmatiques d'un autre temps et d'un autre peintre, cette fois-ci le peintre danois Willem Hammershøi. On y reviendra. Alors, à regarder de plus près cette photo de gauche, je pourrais dire qu'il s'agirait peut-être du parapluie que nous aurions pu laisser au devant de cette pièce, car peut-être c'est une pièce particulière de notre logement où l'on télétravaille en journée, par exemple, ou c'est peut-être encore le parapluie d'un invité qui l'aurait déposé au seuil de notre chambre, car peut-être c'est une chambre que l'on partage avec d'autres habitants en co-living ou en coopérative. On le sait très bien, le résident du logement collectif d'aujourd'hui est bel et bien multiple dans ses pratiques et hybride aussi dans ses manières de vivre. Il invite même, on le verra, en tout cas j'espère, sous certains aspects à transgresser le programme normatif de l'appartement que constitue ou que forment traditionnellement la cuisine, séjour, salon, chambre, qu'on connaît bien, en questionnant justement ces schémas d'ameublement et plus encore en questionnant l'organisation de ces fonctions dont l'héritage nous ramène inéluctablement à la modernité, encore une fois. Au fond, de quoi ces images d'intérieur sont-elles le symptôme entre hier et aujourd'hui ? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Comment les intérieurs finalement meublés par les architectes approchent-ils nos habitudes de vie ou à l'inverse sont-ils même une manière de suggérer à l'habitant une nouvelle manière de nouvelles pratiques ou une nouvelle manière, de nouvelles possibilités finalement d'habiter ? Vous l'avez compris, c'est donc à travers l'œil du praticien que je suis effectivement et le prisme des images surtout que je vous propose d'observer cette relation dialectique, comme je l'appelle, entre mobilier et espace, afin de prendre toute la mesure de ces intérieurs apprêtés donc par les concepteurs, dans l'habitat collectif et dans le contexte culturel particulier et un peu particulier de la Suisse pour la plupart des images contemporaines que je vais vous montrer. Alors j'ouvre un premier chapitre avec cette nouvelle image d'intérieur. Il s'agit d'une photo assez réaliste, d'une photo de maquette qui a été prise par un autre bureau d'architecte, ici en l'occurrence le bureau Duplex, pour un rendu de concours. Le parapluie nous suit, décidément, il est toujours là, cette fois-ci fermé à 2 pas d'un guéridon, meuble, on va dire, assez archétypique du hall dans lequel on est censé se trouver. En entrant chez soi, c'est d'ailleurs probablement sur ce meuble-là que l'on déposerait ses clés, en s'accordant un bref regard dans le miroir, sous l'œil espiègle du chat, avant de le rejoindre au salon et peut-être bien de reprendre ce journal que l'on a déposé le matin même sur cette table basse. L'habitant est absent, mais le scénario est tout à fait réaliste. On le sait, partout à l'intérieur de notre logement, les meubles parlent de nous et les meubles habillent finalement chacune de nos habitudes domestiques. C'est d'ailleurs cette même habitude que Marcel Proust décrit très bien du côté de chez Swann comme l'aménageuse habile, car lentement l'habitude rend l'espace habitable. Elle nous guide en effet avec fluidité dans les détours de notre propre aménagement, dans les détours de nos meubles, qui définissent des espaces de mouvement par leur absence et composent inversement des lieux d'arrêt par leur présence, jusqu'à ce que cette même habitude nous conduise finalement à ne plus trop s'en soucier.
Il forme en quelque sorte un pocher intérieur, comme je l'appellerais, qui, entre les murs de notre habitat, détermine une dynamique spatiale, mais avec la qualité de ne jamais la figer. L'idée du pocher nous apparaît en vérité dans les plans déjà des années 1920, si on fait un saut dans le temps. Des plans où, vous voyez ici un exemple avec Ernst May, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, des plans où les meubles grisés dans leur masse sont alors un moyen de contrôler l'encombrement de l'espace dont on vient tout juste de se libérer au tournant de ce siècle. Et en négatif, ils mesurent le degré de fluidité de l'appartement, ce que l'on voit ici en blanc, c'est-à-dire le reste. Et on retrouve d'ailleurs de façon tout à fait étonnante cette même idée dans une publicité que j'ai extraite ici à droite de la revue L'Esprit Nouveau de 1925, sous le slogan « Besoin type, meuble type ». Elle traduit en fait deux messages. Le premier, évidemment, renvoie à l'approche de l'architecte moderne qu'on connaît bien, qui, en prenant mesure sur l'homme, conçoit ainsi le meuble à la mesure du corps, c'est-à-dire que, en lui donnant au meuble des qualités anthropomorphes, celui-ci va devenir un pur objet de fonction, conforme aux besoins types du résident de l'époque. Mais derrière ce premier message, disons immédiat, se cache en réalité un autre message, peut-être plus ambitieux encore, qui est celui de la fluidité spatiale, et en même temps de l'enseignement aussi d'une manière de vivre en tant qu'homme moderne. Le corps humain, vous le voyez au-dessus, est ici représenté dans les trois composantes de son anatomie, ou on pourrait dire dans les trois composantes de son intérieur, comme sous un pocher radiographique. Et il sert ici de métaphore pour suggérer à l'habitant moderne comment doit se présenter son nouvel intérieur domestique. À l'image d'un organisme vivant, cet intérieur doit donc assurer la fluidité, la circulation, le mouvement, là où, autrefois, les meubles bourgeois impliquaient un espace plutôt figé, purement statique. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'à cette époque, justement, à la fin du 19e, début 20e, les avancées scientifiques ont permis justement aux physiologistes de voir le corps d'une façon nouvelle, comme une machinerie faite d'une structure, certes, mais aussi et surtout de systèmes fluides d'irrigation, de circulation. Et Le Corbusier, pour y revenir encore une fois, s'inspire précisément de cette connaissance quand il affirme, pour définir le logement, et le logement minimum en particulier, je cite, « L'exploitation domestique consiste en une suite régulière de fonctions précises. La suite régulière de ces fonctions constitue un phénomène de circulation. » Plus largement, c'est aussi cette même connaissance qui va conduire au principe d'énergie cinétique, de mouvement donc, qu'Alexander Klein va appliquer également, grâce à ces diagrammes qu'on connaît, aux appartements minimums pour juger de leur efficacité, et qui va aboutir à toute une méthode analytique comparative du logement, comme on le voit ici par exemple à l'exposition du second congrès des SIAM en 1929. À travers tous ces plans aux meubles pochés, tout dans le logement moderne n'est alors que ordre et mouvement, et typifié au même titre que l'habitant. Le meuble est alors proposé en catalogue à la prise de son appartement. Il s'achète comme un prêt-à-porter, prêt à remplir à une place précise la fonction pour laquelle il est destiné. Alors, un siècle plus tard, aujourd'hui donc, la manière de meubler est clairement différente dans nos plans, en tout cas chez les architectes. On voit ici à droite, par exemple, un plan caractéristique de la production suisse. J'aurais pu en prendre parmi beaucoup d'autres. Ici, c'est un plan d'Abraham Ackermann, assez récent aussi, où les pièces, on le voit, admettent une profusion de meubles, une profusion d'objets un peu dans tous les sens. La technique du pocher sur la base des meubles, évidemment, ne se retrouve plus dans ces plans actuels, mais il est intéressant de se poser la question, si on devait faire l'exercice de l'appliquer, quelle en serait finalement l'image résultante? Pour l'avoir fait rapidement, on obtient évidemment une représentation passablement divergente. En apparence, le désordre se substitue à l'ordre. Les meubles éparpillés semblent vouloir à tout prix combler les vides devenus plus généreux, devenus plus amples, et ce faisant, ils semblent perdre leur stricte qualité moderne d'objet de fonction, pour rappeler les mots de Jean Baudrillard, pour se transformer plutôt en objet narratif, qui décrivent donc des scènes, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'image de droite, donc sur ces deux chambres, avec ce petit train qui traverse entre les deux chambres et crée une relation, un parcours le temps du jeu. En simulant ou en illustrant des quotidiens fictifs, scénarisés finalement, ces plans illustrent aussi, à mon sens, un fantasme toujours de l'architecte qui est celui de pouvoir capter les habitudes et les cultures de son temps pour en justifier ou en définir la recherche typologique. Alors ce constat nous amène donc à réfléchir le logement actuel, en tout cas dans sa capacité à admettre une pluralité de pratiques et d'habitudes, une pluralité de mouvements, une pluralité de trajectoires, et en même temps leur contradiction, c'est-à-dire leur désordre. Ainsi, le paradigme, quelque part, s'inverse, tandis que les architectes modernes se servent du concept de fonction, dormir, manger, se détendre, se laver, etc., selon l'énoncé corbusien, pour ordonner une vie domestique bien régulière. On entrevoit ici la notion d'usage, qui instaure plutôt l'irrégularité, le flou, et sort l'habitant de sa passivité. Pour résumer, Peter Merkley, par exemple, présentait ainsi l'appartement contemporain comme, je cite,
une géographie intérieure de zones d'usage indéfinies, mais avec des degrés variables d'intimité et d'ouverture, où au fond il ne serait plus véritablement question d'ordonner des fonctions. Alors en réalité, si je garde ce plan à l'image, sous ce désordre apparent, on perçoit finalement que le mobilier éparpillé, révèle finalement une forme de nouvelle organisation du logement, à savoir l'individualisation ou la coexistence, je dirais, de polarités au sein de l'appartement, des polarités qui se forment par l'assemblage spécifique de certaines pièces les unes avec les autres ou les unes par rapport aux autres, et leurs relations spatiales que l'on laisse ouvertes, voire même disponibles. Avec cette notion de polarité, on redécouvre finalement quelques considérations qui étaient déjà initiées par les architectes organiques, dont on sait qu'ils étaient plus en marge de la modernité, en particulier lorsque, ici, Hans Scharoun développe par exemple dans le milieu des années 1950 ces esquisses intermédiaires, donc des esquisses non réalisées, pour l'immeuble Juliette, de l'ensemble Roméo-Juliette, qu'on connaît bien, à Stuttgart, et dont on voit ici un extrait. Ces esquisses assez peu connues sont relativement intéressantes à mes yeux, en dessinant, on le voit de façon assez inédite, des personnages, c'est-à-dire des habitants mis en situation, plongés dans leur propre quotidien au milieu de leurs meubles. Scharoun illustre ici l'atout d'un plan articulé autour de deux univers polarisés ou deux univers particularisés, le Welt der Kinder, le monde des enfants, à gauche, et le Welt der Eltern, à droite, donc le monde des adultes. Deux mondes, donc, qui, par le truchement des alcôves, des niches et des rideaux, coexistent, tout en rejetant finalement la séparation réductrice du logement moderne entre espace de jour et espace de nuit. Dans l'appartement de type 2, qu'on voit ici, qui est plutôt familial, de 4 pièces donc, on peut ainsi surprendre tout en bas une famille en train de manger dans l'alcôve de la salle à manger, pendant que dans le même temps, un enfant fait ses devoirs dans sa chambre, et l'homme de maison est dessiné ici, fumant sa pipe, en train de discuter avec des amis sur le canapé. On peut s'imaginer d'ailleurs que l'homme à la pipe n'est autre que Scharoun lui-même, qui s'invite ici en observateur de cette structure polarisée du logement, plus apte à ménager des espaces de retraite individuels, et aussi des espaces de réunion collective, durant les différents moments de la journée, et donc plus en phase avec ce qu'il appelle les processus organiques et non pas mécaniques de la vie domestique. Alors ces esquisses me paraissent éloquentes ou intéressantes en tout cas aujourd'hui, car il me semble aussi que nos recherches actuelles s'attachent toujours à dénouer ou à détourner finalement cette ambivalence propre au logement collectif ou au logement en général, d'allier dans un même espace clos des fonctions contraires d'isolement et de rassemblement, mais je crois en reconsidérant de plus en plus les temporalités ou les possibilités de leur superposition. Je prends ici en parallèle à droite une autre image de maquette de logement construit en 2020 par un autre bureau suisse, où ces architectes reprennent finalement les mêmes dispositifs, on le verra encore après, du rideau et de l'alcôve de Scharoun, pour déranger ici la travée centrale que l'on voit à l'écran. Donc cette travée, dans cet appartement, c'est une travée centrale assez classique où se trouve le séjour et la salle à manger. Ils essayent de la déranger, entre guillemets, en implémentant paradoxalement une cabine privative, intimiste, au centre de l'espace collectif. Sorte de meuble habitable à ménager soi-même, donc de meuble effectivement maison. Cette cabine centrale installe une friction dans l'espace pour ouvrir des opportunités, pour provoquer peut-être des appropriations. Selon les architectes, elle peut autant servir de bureau à domicile, de bibliothèque ou même de coin de nuit avec un lit en alcôve, au milieu donc de cet espace collectif. Et on le voit d'ailleurs en plan, si à première vue les deux travées latérales des chambres déterminent plutôt des espaces de nuit, on va dire, assez conventionnels et figés, finalement les parcours obligés, qui se font autour de cette cabine centrale, laissent envisager d'autres hiérarchies encore entre les pièces. Une fois les rideaux tirés, l'appartement peut être vécu en deux unités longitudinales et autonomes le long des façades, comme deux départements ou deux univers en soi. Sous cette structure spatiale relativement conventionnelle, ce plan cherche ainsi, on pourrait dire, à accueillir ou à provoquer de nouvelles constellations d'usage. Pourtant, face à cette diversité de scénarios, de possibilités que nous décrivent les architectes, la manière finalement courante d'habiller les plans de meubles types peut apparaître, en tout cas à mes yeux, quelque peu curieuse, voire même contradictoire. Il est vrai que certains modèles mobiliers investissent assez invariablement nos dessins, nos plans, au point d'en figer l'image des pièces. Le plus flagrant est certainement l'ensemble canapé-fauteuil-tapis, qui demeure le grand standard de nos salons. Vous voyez ici, dans ce même plan. Placé au milieu de cet ensemble mobilier, la figure dominante du tapis signale en quelque sorte la résistance de certains caractères normatifs dans le temps. Il confirme encore l'importance d'une centralité pour nos appartements, en continuant de matérialiser, voire même de symboliser,
le lieu de réception ou de sociabilité du ménage, quel qu'il soit. Alors à cet égard, comparons encore deux nouvelles photographies de deux temps différents. La première en haut, c'est une photographie d'un salon, d'un séjour d'un autre, produit par un autre bureau suisse, le bureau EMI Architekten à Zurich, en 2012, dans l'immeuble Avellana. Et en bas, vous avez ici l'intérieur COP, donc une photo de cet intérieur produit par l'architecte Hannes Meyer, qui fut d'ailleurs l'un des directeurs du Bauhaus, en 1926, et qui accompagnait son manifeste intitulé Die Neue Welt, le Nouveau Monde, et qui parlait évidemment du logement minimum. Dans les deux cas, on s'aperçoit que les meubles occupent a priori des espaces ou des pièces types. On devine aisément un séjour, un salon plutôt, et une chambre. Dans la scène de EMI, qu'on retrouve ici à gauche, on comprend finalement assez vite qu'il ne s'agit pas vraiment de vrais meubles. Il ne s'agit pas vraiment de vrais meubles d'un habitant qui serait complètement féru de design, on est en Suisse mais quand même. Mais plutôt des meubles, on va dire, d'emprunt, des meubles ou des objets de démonstration, de narration même, dont l'agencement en fait esthétisé reprend en réalité les éléments d'une scène à caractère publicitaire que l'historien et critique suisse Siegfried Giedion avait déjà produite en 1936, c'est l'image de droite, pour en faire la promotion de l'un de ses propres appartements à Zurich. On voit ici la reprise assez familière, disons, du sofa de Alto à gauche, du chariot-bar d'Alfred Roth au milieu et de quelques autres éléments mis en scène de la même manière. La référence directe, convoquée ici par EMI, sert justement à montrer ce qui est là, à savoir la qualité d'un espace ouvert et fluide à recevoir le salon entre guillemets parfait, et sans surprise, on reconnaît la composition rassurante du canapé fauteuil-tapis. Par contre, si je prends ici l'intérieur COP, proposé par Hannes Meyer, le tableau est construit assez différemment, beaucoup moins immédiat. Les parois de tissu tendu, l'absence de toute relation à l'extérieur, les meubles entièrement pliables, table, chaise, voire même le lit, nous projettent dans un univers, on va dire, plus onirique, emprunté cette fois-ci à celui de la tente ou de l'habitat nomade. L'impression de solitude que l'on a d'abord quand on regarde le lit individuel est assez vite finalement contredite par les deux chaises en attente de visiteurs, dont la présence souligne cette fois-ci ce qui n'est pas là, mais mis en commun en dehors du cadre, grâce à un mode de vie coopératif, comme l'indique le nom de l'image. Alors si on regarde attentivement, cette chambre s'enrichit finalement d'objets qui lui sont plutôt étrangers d'ordinaire. On voit apparaître un curieux gramophone, placé à côté de ce lit, dont la silhouette légère, sans cadre ni réelle ossature, renvoie finalement plutôt au tapis épais ou au divan, plus détendu, que l'on va préférer au canapé pour le plaisir d'écouter de la musique ou d'échanger entre convives. De même, tout à gauche, on voit sur l'étagère murale des bocaux remplis de quincailleries ou encore de tubes de peinture qui laissent présager la tenue d'autres activités ou de bricolage ou de loisirs autres, en tout cas dans le même espace. Dans ce Neue Welt, dans ce nouveau monde donc, réduit à l'extrême, Hannes Meyer fait donc le pas de transformer la chambre spécifique en une pièce de vie plus générique, où se superposent des usages quotidiens, les usages devenus nomades entre les murs. Cette pièce, on pourrait dire, est finalement autant une chambre à coucher, une pièce individuelle de travail, qu'un salon de réception ou de loisirs un peu plus collectif. Dans ce jeu des images, on retrouve une figure tout aussi marquante, ostentatoire et curieuse du gramophone chez Le Corbusier, encore une fois, aux maisons Loucher de 1929. Cette figure de gramophone va nous permettre d'observer encore une nouvelle fois, mais sous une autre manière, la déconstruction du salon meublé. Si je prends l'esquisse plus large, vous voyez ici à l'écran, on remarque effectivement un homme assis de dos, qui lit fièrement le journal face à son logement, pas face à une fenêtre, mais face à son logement, et dans l'étendue exagérée, certes, de sa pièce de vie. On connaît bien Corbu pour ses exagérations. Le tapis, cosy, que l'on s'attendrait à voir sous ses pieds dans ce séjour, n'y est plus. Il n'est plus au centre de l'image. Il s'est réfugié sous la table familiale qui, elle-même, s'est déplacée de côté. Tout autour de cet habitant, on distingue sur un même plan ou sur un même pied d'égalité autant les déchets ménagers, les habits pliés, les ustensiles de cuisine que les accessoires de loisirs. Chaque objet s'exprime avec familiarité à la périphérie d'un séjour que l'on a vidé de son ensemble mobilier courant. Pour Le Corbusier, les activités de la salle principale, comme il l'appelle, sont en effet dénuées de toute représentativité et les meubles, devenus autonomes, ne forment plus de structure close. L'espace s'est donc substitué au décor. Et cette place nette, faite à l'intérieur du logement moderne, est en somme la première tabula rasa moderne, la première tabula rase finalement d'un univers domestique matériel, codifié, on en a parlé, qui était celui de la société bourgeoise d'avant,
Une société que l'on disait meublée de rêve, pour reprendre encore les mots de Walter Benjamin, puisqu'elle projetait au travers de ses meubles, au travers de ses objets, une expression d'elle-même, une expression de ses propres désirs, de ses propres rêves. Alors en comparaison, l'image finalement persistante, récurrente du salon type, que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart de nos représentations d'architectes, avec souvent ce tapis expressif, est peut-être à mon sens celle qui questionne le plus notre définition de la domesticité contemporaine, et il est légitime de se demander quels vestiges garde-t-on de ces passés et pourquoi. Où en sommes-nous finalement de cette déconstruction mobilière qu'avaient amorcé les modernes? Alors pour voir les choses encore d'un autre œil ou sous un autre angle, observons une nouvelle fois ce qui se passe par l'entrebâillement de ces portes. Nous avons vu, ou je disais en tout cas en introduction, que peu de photographies contemporaines qui parlent d'intérieur architectural s'attardent sur l'univers clos, intimiste, protecteur des pièces, mais l'heure est désormais plutôt à l'ouverture des portes et avec elle à l'ouverture des relations spatiales. Si l'on fait justement une digression par les œuvres de Wilhelm Hammershøi, on découvre des intérieurs tout à fait comparables, aux portes obstinément entr'ouvertes, ou en tout cas en direction d'une profondeur de l'espace. Mais curieusement, dans ces images-là, vous en avez une ici à l'écran comme exemple, le mobilier réduit à quelques éléments solitaires ne donne jamais plus qu'un aperçu fragmentaire de cette occupation des pièces. Il s'agit là en fait d'une ruse du peintre qui a pris le soin d'épurer son décor avant de le peindre, s'agissant d'ailleurs de ses propres appartements, pour renforcer une impression d'anonymat, de neutralité encore, une impression qui, on le ressent ici, plonge l'appartement dans une forme d'indétermination spatiale. On ne sait plus vraiment dire quelle pièce sert à quoi. Ces intérieurs manipulés d'Hammershøi font écho ou inspirent, à mon sens, certaines images contemporaines que l'on peut trouver, où plane un désir assez comparable de neutraliser le contenant domestique pour ne pas prédéterminer son contenu, ou plutôt pour sous-déterminer son contenu. Alors les meubles peuvent s'adonner à ce que j'ai appelé le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire qu'ils peuvent migrer d'une pièce à l'autre au gré des besoins des habitants, au gré des habitudes changeantes de ses occupants. En plan, ça signifie que dans ces cas-là, les pièces ont tendance à se régulariser selon une taille moyenne pour fuir le sur-mesure d'une fonction. En conséquence, la matrice quasi uniformisée de ces pièces tend à effacer la figure représentative du salon, on y revient, lequel se soumet à la structure dominante des chambres. Il suffit d'observer un plan non meublé comme celui-ci pour être troublé spatialement, de ne plus pouvoir l'identifier. Sur cette autre maquette du même projet encore, on remarque un détail peut-être insignifiant, un détail peut-être quand même symptomatique, c'est que la bibliothèque, ici à droite de l'image, quitte sa position habituellement préférée dans le salon pour venir s'installer en cuisine, signe d'une timide mais possible migration des fonctions. En l'occurrence, si on regarde plus attentivement, dans ce cas précis, les architectes choisissent finalement de ne pas complètement soutenir l'interchangeabilité des pièces que le plan que j'ai montré leur propose ou leur permet, car on le voit, ils décident de marquer la singularité de l'une des deux chambres qui se trouve en face dans l'axe, grâce à des proportions très différenciées et très hiérarchisées des portes. Néanmoins, on peut dire que l'aménagement de l'appartement reste complètement affecté par la composition du plan. Le salon n'est plus l'espace le plus évident, il n'est plus l'espace le plus grand de tous, il se range, il s'autonomise, et on peut imaginer le délester de son statut de recevoir et se rassembler pour qu'il en accepte éventuellement d'autres. Ceci rejoint aussi les expérimentations de plans neutres qu'on a déjà évoquées hier, qui étaient déjà tentées sans grande presse, en tout cas en Suisse dans les années 1990. Par contre, ici, il y a quelque part une nouveauté. Neutralité ne signifie pas uniformité, ça c'est le plan de la même image, car les pièces régularisées tournent en fait autour d'une centralité qui cette fois-ci est accordée à l'espace de la cuisine-salle à manger, qui va donc prendre un rôle assez différent. Cette dernière assure la distribution de toutes les autres pièces, et c'est dans une telle disposition que l'on peut dire que l'ancienne hiérarchie jour-nuit peut réellement s'éclipser, se moduler au gré des habitants, et potentiellement répondre aux temporalités variables de nos activités contemporaines. Mais faut-il encore se rassurer un peu, à la vue de la représentation qu'en font les architectes, la figure standard du salon canapé fauteuil tapis est toujours là comme une illustration. Le salon résiste à l'intérieur de la chambre, un petit peu à l'étroit, comme s'il n'était pas encore tout à fait prêt à jouer un nouveau rôle. J'en viens maintenant à mon dernier chapitre, intitulé « Une affaire de lits et de chambres ». Encore une fois, j'évoquais la tendance actuelle de s'intéresser finalement plus ou davantage, disons, à la qualité relationnelle des pièces plutôt qu'à leur fermeture ou à leur clôture, l'œil fuyant systématiquement à travers les portes. Avec ce paradigme, au fond, c'est la chambre, longtemps gardienne de l'intimité, qui évolue le plus
en s'ouvrant à d'autres usages, mais aussi en s'ouvrant à des rythmes de vie beaucoup plus spontanés que ceux dictés jadis par la simple course du soleil. On le sait, la chambre aujourd'hui dans nos plans admet différentes postures, différentes positions, souvent pour étendre l'espace de vie, de la pièce dite joker, que l'on préfère mettre au début de l'appartement, voire même à la pièce d'appoint, ou à la chambre d'appoint plutôt, qui est directement commandée par le séjour dans certains cas, voire même la chambre traversable à 2 portes dans d'autres cas. Ces différentes migrations de la pièce-chambre dans nos plans prouvent en retour qu'elle demeure aujourd'hui un invariant typologique, une base métrique et compositionnelle encore dominante pour nos plans. Dans cette histoire, en revanche, c'est le lit qui est le grand absent ou le grand timide de nos mises en scène, car peut-être son immobilité dérange au milieu de toutes ces portes ouvertes. Une immobilité qui, pourtant, auparavant, a déjà été questionnée. Il nous faut justement revenir, encore une fois, et ce sera la dernière, aux expériences du logement minimum, donc de la modernité, pour s'en apercevoir. À cette période, on a peut-être oublié, mais le lit est au centre des attentions architecturales. Il est au centre des attentions parce qu'il cristallise, ou en tout cas il doit satisfaire une fonction biologique primordiale pour l'homme dans un manque d'espace crucial. Et donc du coup il est élevé au statut d'équipement, c'est-à-dire qu'il devient même une unité de mesure du logement qui surpasse l'unité de la chambre. Alexander Klein, pour y revenir, définit ce qu'il appellera le Beton Effect, l'effet lit, qui consiste justement à diviser, à calibrer la surface d'un appartement en un nombre de lits individuels. Et cette action n'est pas du tout anodine, puisque concevoir finalement la capacité d'un logement en nombre de lits plutôt qu'en nombre de chambres, ou plutôt en nombre de lits plutôt qu'en quantité de chambres, va changer fondamentalement la mécanique du logement, car elle leur permet de dissocier la fonction dormir de la pièce d'origine, la chambre. En migrant en dehors de la chambre, ce lit va donc du coup devoir s'adapter à d'autres pièces, en particulier à celle du séjour. Et c'est ce qui va donner lieu par exemple à ce lit Francfort, ou clapbed, comme le dit encore Victor Bourgeois, que l'on installe, c'est les images de droite, que l'on installe dans la pièce de vie et que l'on rabat au mur en journée pour le dissimuler. Cependant, malgré l'ingéniosité qu'il peut y avoir dans ce dispositif, le lit placard, qui a peut-être plus ce qualificatif, est au fond assez limité car il n'apporte pas de qualité supplémentaire au séjour. Il n'offre pas spatialement de superposition d'usage dans une même temporalité. A l'inverse, c'est ce que réussit beaucoup mieux à faire la variante de banquet lit que nous propose Margaret Chuteliotski, une variante qui cette fois détourne plutôt le canapé et se combine à un rangement de côté, à une table haute, pliable, des tabourets, le tout sur un tapis. L'assemblage acquiert alors un plus grand potentiel, je dirais, celui d'accueillir plusieurs fonctions, mais sans aucune manipulation matérielle. Ce dispositif est à lui seul à la fois salle à manger, salon, bureau, chambre à coucher, entre autres. C'est véritablement à partir de ce moment-là que le lit cesse d'être meuble et devient équipement. La qualité ou la propriété d'être mobile se déplace ainsi de l'objet à la fonction. Et alors ce questionnement, disons, sur la mobilité des fonctions, que j'essaie d'évoquer ici, qui à mon sens va de pair avec la pluralité de nos activités actuelles ou de nos pratiques actuelles en termes de domesticité, est reposé ici à nouveau frais tout récemment par le même bureau EMI que j'évoquais tout à l'heure, qui concrétise ici avec l'école de Zurich un prototype de ce qu'ils appellent l'habitat performatif, un habitat qui serait donc destiné aux petits ménages en augmentation actuellement, que ce soit les étudiants, les résidents multilocaux, les jeunes célibataires, les jeunes divorcés, etc. Et observant que ce profil d'habitant vit de façon lui-même mobile, généralement avec peu de mobilier ou peu d'effets personnels, ils essayent d'expérimenter un logement qui puisse être capable de flouter la limite normative entre l'immobilier et le mobilier, c'est-à-dire flouter la limite entre la structure spatiale, constructive, et l'aménagement intérieur. À cette fin, évidemment, on le voit dans l'image, les parois mobiles et amovibles qui ont fait toute la panache de la modernité reviennent en force, mais plus curieusement, on se rend compte que le lit, ici au premier plan de l'image ou en arrière-plan de cette même image, est repensé comme un équipement polyvalent. Il fait corps avec le sol qui, lui-même disposé en estrade, se transforme à son tour en une surface de couchage et d'assise, c'est-à-dire potentiellement en une chambre à coucher et un salon, mais sans pour autant en décrire les limites physiques. Sous la notion de performance, il s'agit de dépasser finalement celle de flexibilité, cette notion de flexibilité qui était beaucoup plus en vogue dans les années 1960 ou 70 et dont les temporalités d'action sont en réalité bien différentes. Alors que la notion de flexibilité opère dans la durée, on le sait, sur les transformations de la vie du ménage, le concept ici de performance agit à l'échelle active du quotidien. Et enfin, à mes yeux, cette démonstration
permet aux architectes d'essayer de concilier, dure tâche en tout cas, de concilier les deux grands opposés typologiques qui président au logement, au dessin du logement, à savoir le continuum ouvert d'un côté et le cloisonnement des espaces de l'autre, pour essayer, ou en tout cas réussir à défaire le logement d'un nombre de pièces, comme s'il était possible de concevoir ou de vivre dans un logement qui échappe à la classification par pièces. Ici, l'habitat sied à l'habitant tel un habit. L'appartement performatif est, pour citer l'architecte, comme une chemise dont on ouvre ou ferme les boutons selon la situation. Alors pour clore ce propos, avant de refermer la porte, soulignons encore à mes yeux cette intime relation qu'entretiennent mobilier et espace domestique dans l'évolution de toute la recherche typologique. Hier, c'est clair que le manque d'espace ou l'optimisation de l'espace a été incontestablement le catalyseur des expérimentations modernes, on l'a vu. C'est la pauvreté qui a fait l'invention, nous dit encore Jean Baudrillard. Aujourd'hui, l'invention a probablement plus à voir avec le désir d'errance des fonctions domestiques et la métaphore de l'ouverture, une ouverture à la surprise et à l'inattendu de nos modes de vie, une ouverture aussi aux relations humaines physiques, certainement. En images, finalement, ces intérieurs apprêtés, comme je les ai appelés, apprêtés par ces concepteurs, leur offrent la possibilité d'imaginer des vies scénarisées, idéalisées, fictionnelles, qui sont finalement autant de tests de résistance préalables du logement avant la mise à l'épreuve du quotidien. Et pour finir sur un clin d'œil, lorsque ces mêmes architectes poussent la mise en scène un peu plus loin et vont jusqu'à équiper leurs intérieurs réalisés de meubles en carton échelle 1:1, l'instant d'un autre cliché surréaliste, ils confirment à mon sens un nouveau modèle de pensée à l'œuvre, c'est que nous sommes finalement ces habitants contemporains comme des petits personnages grandeur nature, aux désirs différents, variés, et l'appartement constitue notre propre maquette d'étude, étude de nos pratiques futures certes, mais aussi de nos habitudes passées dont on ne se défait jamais totalement. Je vous remercie.